Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous 2 formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Donc bonjour à tous, on est sur le grenier, je suis en présence de Mylène. Mylène, je l'ai aperçue du coup sur LinkedIn et je voulais absolument découvrir pourquoi, parce qu'en fait j'ai vu un post où elle a massacré l'investissement locatif. Donc bizarre, c'est notre métier, mais au-delà de ça, du coup j'ai un peu creusé, j'ai aimé la plume et je me suis aperçu qu'en plus cette plume était, writer, ou en tout cas tu fais partie de la team de Snowball. Donc du coup je me suis dit il y avait encore plus un intérêt à t'avoir pour avoir ton côté un peu d'investisseuse. Et puis j'ai découvert aussi pas mal de choses. Tu as 1000 vies, ou tu as eu 1000 vies, ou en tout cas tu fais 1000 choses. Donc c'était... Comment? Je dis oui, c'est vrai, je fais beaucoup de choses. J'ai du mal à me canaliser. Exactement, mais non, mais on va pouvoir parcourir tout ça. Donc déjà, grosse intro, je te demande s'il te plaît, ma chère Mylène, délivre-toi, dis-nous qui tu es avec toutes ces multiples facettes. Alors, déjà merci de m'avoir invité sur ton podcast. Donc moi, par où commencer? Je suis trentenaire, mariée, 2 enfants. Je vais peut-être commencer par ce que je fais aujourd'hui, et après, si besoin, on creusera peut-être sur ce que j'ai fait avant. Il n'y a pas de règles chez nous. Ok. Alors, ce que je fais aujourd'hui, donc je fais plusieurs choses. J'ai une activité principale, on va dire, dans les réseaux sociaux. J'avais avant une agence que j'ai vendue, et aujourd'hui, je me suis remise en indépendante sur ce sujet, avec mon mari toujours. Et on bosse avec une équipe de freelance, et donc on accompagne les entreprises pour créer des stratégies de contenu et produire des contenus pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Quel type de contenu à peu près tu sais? Alors de tout. En fait, on a des clients sur différents domaines. Ça va être soit des clients dans le B2B, où on va les aider à prendre la parole. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être sur Twitter, sur X maintenant, sur différents réseaux, ou ça peut être des marques aussi, pour qui on va faire des contenus un peu plus commerciaux, où on va faire des vidéos, on va faire des shootings photos avec les produits. C'est très varié. C'est vraiment, on les aide à réfléchir sur quel sujet on prend la parole, comment on le fait, sur quel réseau on se déploie, qu'est-ce qu'on raconte pour avoir du fond et dire quelque chose qui intéresse les gens, et ensuite on produit tout ça et on les publie. D'accord, ok. Donc effectivement assez large. Ok. Assez large, ouais. Donc ça, c'est l'activité principale. Et puis en parallèle de ça, donc je fais de l'investissement immobilier depuis 3 ans, bientôt 4 maintenant. Ok. Avec différents aléas dont on va parler. Exact. Et j'ai voulu partager mon expérience, et donc j'ai commencé à rédiger une newsletter qui finalement m'a permis de fil en aiguille de rejoindre l'équipe de Snowball. Donc Snowball, c'est aujourd'hui le premier média en France sur les finances personnelles. Donc c'est un collectif de newsletters avec différents sujets. Donc moi, c'est l'immobilier, mais il y a aussi la bourse, la crypto, les side business. Il y a différents... On est 12, les Lego aussi de mémoire. Les Lego, bien sûr. Il y a plein de sujets hyper intéressants, un peu niche, écrits par des passionnés, donc c'est vraiment très intéressant. Donc il y a un abonnement mensuel pour ceux que ça intéresse. Alors il y a une version gratuite et il y a une version payante qui est à 9 € par mois. Tu peux avoir accès donc à l'ensemble des newsletters. Et donc moi j'écris Snowball Igloo, qui est la newsletter sur l'immobilier locatif. D'accord. Sur l'immobilier en général. J'essaie de traiter des sujets assez variés. D'accord, donc là ils ont verticalisé, Snowball a verticalisé la partie immo et c'est Igloo. D'accord, ok, super. Voilà, donc c'est hyper intéressant. Je me suis beaucoup intéressée au sujet des finances personnelles ces dernières années, de façon un peu plus large que juste l'immobilier. Donc moi, j'investis dans différentes choses, j'essaie de diversifier. Et j'aimerais bien un jour prochainement, j'espère, trouver une façon d'accompagner les gens. Alors, j'ai pas encore vraiment affiné la chose, je sais pas encore sous quelle forme, mais je pense que j'aimerais bien faire de la formation, du coaching dans les finances personnelles. Il faut que j'affine encore comment, mais il y a plein de gens autour de moi qui me demandent, des gens qui ont un peu mon profil, des trentenaires qui n'ont jamais investi, ou qui commencent à s'intéresser à ça, qui disent ok, on a accumulé un peu d'épargne, on ne sait pas trop quoi en faire, et on se rend compte qu'il faut travailler sur ces sujets-là pour préparer sa retraite et diversifier un peu. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, mon idée, c'est d'accompagner les gens là-dessus. Tu es à la bonne école là, chez Snowball. Exactement, il y a plein de contenus très intéressants chez Snowball. Et moi, j'aimerais même aller un peu plus loin. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai un objectif FIRE. Bon, alors FIRE, pour en débattre, ça aussi, c'est un peu
un peu galvaudé. Il y a vraiment beaucoup de débats sur ce sujet. Est-ce qu'on peut vraiment être rentier? Qu'est-ce que c'est du revenu passif? Ah ben, moi, si tu Plein veux, de choses à dire là-dessus. on, Ouais, on peut débattre aussi, parce que moi, j'ai un avis là-dessus aussi. d'accord. Ouais, Ce serait intéressant d'en parler. Ouais. ouais, Donc moi, pour aller encore plus loin, c'est un objectif pour moi-même déjà. J'espère d'ici quelques années pouvoir être. Alors je mets des gros guillemets parce que j'aime pas ce mot rentière, mais c'est pas. On verra ce que je veux dire par là. exactement. Et donc aider les gens justement à construire aussi un parcours vers la liberté financière, encore une fois entre guillemets. Ok, Voilà. d'accord. Waouh. Effectivement. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais c'est intéressant. Et justement, le temps du podcast te permet d'avoir du temps long. Donc, on est là un peu pour élargir un peu tout ça. Après, moi, ce que j'aimerais commencer, c'est un peu du coup d'où c'est venu un peu tout ça. Parce qu'en fait, tu as eu ta première boîte qui est de mémoire un peu dans l'influence, j'ai vu. Qu'est-ce qui t'a donné un petit peu là de... Alors déjà, corrige-moi si je me trompe. Oui, c'est à peu près ça. C'était une agence social media et influence, ouais, c'est ça. Ok. Que j'ai vendu. Que tu fais maintenant en freelance, c'est ça? C'est ça, aujourd'hui c'est un collectif de freelance qu'on a remonté derrière, mais en fait j'avais une agence, donc j'avais créé mon agence, ça a été vraiment ma toute première expérience professionnelle, moi j'ai jamais été salarié, enfin je l'ai D'accord. été par la suite quand j'ai vendu ma boîte, mais Oui. disons que tout de suite après mes études, j'avais envie d'indépendance, j'avais identifié donc ce métier-là comme un métier nouveau et qui pour moi avait du potentiel, le métier des réseaux sociaux, donc social media manager. J'ai commencé en freelance et très rapidement j'ai eu beaucoup de demandes parce qu'à l'époque il y avait très peu de concurrence. J'ai embarqué mon mari dans l'aventure, il m'a rejoint, il a quitté Il son a job. été assez fou lui aussi. Voilà, il était assez fou pour me rejoindre dans mon délire de réseaux sociaux auxquels personne croyait à l'époque. Ah ouais. Et C'était en du coup, on quelle a année monté ça? notre, Donne un peu de ça, c'était contexte. ouais, ça c'était en 2010. Ah ouais. Non, Ah j'ai ouais. dit des bêtises. Non, pardon, c'est en 2012. Alors, je suis très nulle sur les dates. Ouais, mais c'est pas grave, à 2 ans près, il y a 12 ans, hein, C'est à peu donc près ça, c'est. quoi. Voilà, c'est il y a T'imagines, longtemps. moi j'ai 38 ans, alors je sais pas quel âge t'as, mais en gros, voilà, mais je veux dire, il y a 12 ans, ceux qui avaient 30 ans, ils avaient. Ouais, c'était les débuts. Ouais. Quoi, oui, c'était plus que les débuts, ouais, c'était ouais, Mm. exactement, ouais. Donc il fallait être assez fou, folle, ouais, ça c'est sûr. Ouais, bah moi à l'époque j'avais 23 ans, je sortais d'école Ouais, et ouais, c'était 2012, ouais, c'est ça. Mm. ok. Donc ton mec te rejoint. Voilà, il me rejoint et progressivement ce truc-là prend de l'ampleur. On commence à avoir des salariés, à développer la boîte Ouais, et en 2020 on a une proposition de rachat ok. par un groupe coté qui fait du marketing digital, qui fait plein d'activités dans le marketing digital, mais à qui manquait justement cette brique réseaux sociaux. Au début, on n'était pas très chaud. Nous, on avait envie Ouais, de rester indépendant et on se voyait pas. Moi, j'ai le bébé qui pleure à côté, j'espère qu'on pas n'entend de pas. souci. On se voyait pas forcément vendre. Et moi, je n'imaginais pas, voilà, devenir salarié, ça aurait été une première pour moi, etc. Donc, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et le Covid est arrivé. Ces discussions-là ont eu lieu vraiment juste en amont du Covid. Et là, on s'est dit, bah, en fait, finalement, voilà, il peut se passer des coups durs. Et c'est vrai que dans ces moments-là, tu es quand même bien content quand tu es adossé à un groupe et que tu peux supporter le poids du Covid et pouvoir payer tes salariés sans flipper sur l'avenir, quoi. Ouais, Donc, ça on a vu c'est. ça un peu comme un signe. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va y aller, Du, quoi. du coup, pour le Covid, vous aviez vendu ou pas vendu? Juste que je. On a vendu en plein Covid, au final. Ah ouais, d'accord. Ouais, on a vendu, on était encore une fois, si je ne me trompe pas sur la date, en juin 2020. Ouais, c'est ça. D'accord, oui, le Covid était. Le plus gros était passé, mais on était Le quand gros même était dans la passé, mais période. les discussions étaient pendant le gros du Covid, et puis on a Eh vendu ouais, ouais. en juin 2020. Parce que du coup, là, avant Covid, qu'est-ce qui a fait que vous avez entamé des conversations avec ces repreneurs? C'est-à-dire qu'il y avait un essoufflement, un Non, cycle qui était terminé ou non? franchement, la vraie raison, c'est qu'on voulait savoir combien on valait, qu'est-ce qu'on pouvait tirer Eh de ouais, cette boîte. ouais, Vraiment pas de la bête, ouais. curiosité au départ. On Ok, nous a proposé, on s'est dit, bon, on va aller voir, ça coûte rien. Et puis ouais. voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, ok, d'accord. Donc Mais du voilà, donc on coup, a vendu cette. Ouais. vendu, parce que des fois, dans les reprises, un petit peu comme ça, j'imagine qu'ils vous ont, soit vous êtes resté salarié, ils vous ont demandé de rester C'est combien de ça. temps, parce que des earn-out, un peu dans le milieu des Ouais, startups, alors c'est un on peu avait ce un qui se dit. earn-out, ouais, Ouais, tout à fait, on avait un earn-out sur 3 ans, donc ok, ah c'est ouais, vraiment qu'on ouais, a ouais, fait 3 ans ouais, de salariat. Donc 3 ans quand t'as jamais été salarié et que t'aimes l'indépendance, c'est long. ah oui, C'était intéressant, j'ai beaucoup appris, je regrette pas du tout cette expérience, mais voilà, 3 ans ça m'a suffi et donc au bout des 3 ans, on est parti. Donc c'est assez récent, ça fait 1 an maintenant qu'on est ouais, parti. complètement. Ouais, mais après, il y a une chose aussi, parce que moi, j'aime pas trop d'opposer salariat et entrepreneuriat, parce qu'en fait, déjà, tu peux entreprendre même en étant salarié, il y a Bien des boîtes sûr, qui te le ouais, ouais, permettent, tout à fait. et de Ouais, plus en plus. Mais surtout, c'est que ce qu'on oublie, et peut-être que ça fera la transition dans l'immobilier, il y a un Graal qui est très important, c'est le fameux CDI. tout à Euh, fait. Mm. et même si il faut dire qu'il y a des boîtes, pas des boîtes, des banques qui, le côté freelance, ça revient un peu, c'est, comment dire, en mettant un petit peu, en présentant bien les choses, le freelancing est quand même mieux considéré qu'à une certaine époque, mais c'est pas la panacée, il faut pas se mentir. Donc, est-ce que c'est à cette période-là que tu as accéléré avec ou sans ton compagnon ou ton mari
et pour investir. Et quelle Alors, a c'est été même, la petite graine qui a fait que vous avez commencé à investir? c'est même mieux que ça, c'est à cette période-là qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, nous, quand on était indépendant, on avait un biais, c'était faux, on s'en est rendu compte après, mais on était persuadé qu'on ne pouvait pas emprunter. Ah ouais, Euh, à ce point. ouais, on se disait, bof, les banques, elles suivront pas, on est indépendant, les revenus fluctuent, etc. Et pourtant, on avait des bons revenus, mais en Ouais. fait, on galérait tellement rien qu'à trouver un logement en tant que locataire, Eh ouais. qu'on s'est dit, bon, laisse tomber, on va même pas essayer, ça sert à rien, quoi. On avait envie d'investir, on avait commencé à se renseigner un peu, et on s'est dit, on n'y arrivera pas, on verra plus tard. On avait investi en D'accord. immobilier aux États-Unis, par contre, ça je l'ai pas dit, je pourrais en reparler, mais Ok. on avait investi, mais c'était pas dans une optique de se dire, on va acheter plein de biens, etc. C'était plus une opportunité, on était tout jeunes, c'était la crise des subprimes, et en fait, il y avait les soldes, on va dire, à Miami, donc on a acheté un petit appart là-bas. Donc ça, c'est une parenthèse, mais du coup, ça nous a donné goût, on s'est dit, tiens, c'est pas mal, il y a des trucs à faire. Ben, raconte-la cette histoire. Raconte-la parce que souvent je peux le raconter, aux États-Unis, alors ouais, évidemment si tu veux la raconter, mais parce qu'aux États-Unis on entend de tout et de rien, mais juste un petit contexte sur les États-Unis, c'est que c'est pas comme la bourse, mais il y a tellement de volatilité en fonction des taux variables et fixes par rapport à l'Europe ou du moins la France, que des fois il y a des très très bons coups à faire à des périodes bien données. Et 2008, 2009, 2010, ça a été une bonne période parce que c'était, comme tu l'as très bien dit, les soldes. Et du coup, vous en avez été content de cette expérience? Ça vous a... Ouais, très content. Alors c'était à la base complètement un coup de tête. En fait, pour raconter donc toute l'histoire, moi je faisais mon stage de fin d'études à New York. Donc on était en 2010. Donc j'étais contente, ça se passait bien, la vie à l'américaine en mode expat, c'était cool. Et on s'est dit tiens, on va aller voir Miami. Et on entendait dire que voilà, il y avait beaucoup d'apparts à vendre, qu'il y avait plein de trucs vraiment bradés. Et on a voulu aller jeter un œil et effectivement on est tombé sur un studio qui à l'époque, alors j'ai plus tous les chiffres en tête, mais ça valait, je sais même plus, ça valait moins de 100 000 euros, peut-être 70 ou quelque chose comme ça. D'accord, oui, plutôt accessible quoi. Non, attends, je réfléchis. Non, ça c'était celui d'après. Non, pardon, non, c'était même 50 000 euros. Ah oui, donc vraiment totalement accessible, un petit studio à Miami. Et vraiment sans aucune connaissance, on n'a pas fait de calcul de renta, enfin, on était complètement à l'arrache. Hein. Avec le recul, c'est n'importe quoi en vérité. C'était vraiment des fois, freestyle quoi. Et donc on y a été quoi. On s'est dit bah forcément ça peut être qu'un bon plan, on y va. Bon finalement il s'avère qu'on avait acheté dans un endroit qui n'était pas génial parce qu'en fait c'était une copro qui se dégradait énormément. D'accord. Et on l'a vu après quand on est retourné sur place un an plus tard. Ils avaient, la piscine, elle était toute cabossée sur les côtés. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait des cafards dans le hall. Enfin, ils avaient vraiment laissé à l'abandon la copro. Il y avait plein de gens qui prenaient leur charge. C'était vraiment pas top. Donc, on s'est dit bon, on s'est fait avoir. On va vendre ce truc. Alors, par contre, on l'avait bien exploité sur Airbnb hein. Pendant un an et demi. On l'avait exploité à fond. On faisait une énorme renta, plus de 20%, je pense. Ça cartonnait sur Airbnb. Mais on a voulu voir plus loin. On s'est dit ok, le truc est pas en bon état. Qu'est-ce que ça va être dans quelques années? Vaut mieux s'en débarrasser maintenant. Et les prix n'ont pas encore totalement monté, on rachètera un autre truc. Donc c'est ce qu'on a fait. Okay. On l'a vendu, je sais pas, peut-être 2 ans après, je sais plus. Et on a racheté. Non, bien sûr, on a fait une plus-value, parce qu'il avait monté. Donc on a fait une belle plus-value et on a racheté autre chose aux États-Unis. Et au final, on a fait un peu ce qu'ils appellent là-bas du fix and flip. Quoi. Tu vends un truc un peu plus cher, puis tu rachètes autre chose. Et aujourd'hui, on en est arrivé à avoir une maison donc, en Floride, dans une ville qui s'appelle Tampa. Voilà, qu'on n'achetait pas cher. Très connu pour la NFL, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, très connu pour ça. Je crois qu'ils ont aussi des entrepôts Amazon. Enfin, c'est assez dynamique d'un point de vue économique, Amazon. Ouais, tout à fait. Ils sont plus connus pour la NFL que pour Amazon. et du coup, on l'a payé 85 000 euros. En euros, ça fait à peu près ça, avec travaux. Et c'est loué aujourd'hui 1 500 euros par mois. Donc, punaise, ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Et du coup, tu peux le revendre 150 000 euros, dollars, l'équivalent, c'est un peu ça? Plus que ça, j'ai regardé récemment l'estimation. Je pense que je dois être aux alentours de 200 000. Ouais, c'est fou, hein. Les États-Unis. 230, quelque chose comme ça. Donc là, c'était un peu le pied à l'étrier dans l'investissement immobilier. En plus, commencer dans un pays étranger, un pays lointain. Mais tu es resté en stage quelques temps et tu as fait ces affaires pendant à distance? Non, je suis rentré en France et je revenais à chaque fois pour faire ça, pour ces achats. D'accord, ok. Parce que je crois que là-bas, il faut passer par des avocats ou des agents immobiliers. Je crois, non, il n'y a pas une spécificité là-bas. On avait un interlocuteur, un agent immobilier francophone. Qui nous a parce qu'il n'y a pas de notaire, ce que je veux dire, il n'y a pas de notaire là-bas. Des avocats, c'est des voilà. Ok, d'accord. Ok. Ça a été la première expérience de l'investissement immobilier, ça nous a plu et on s'est dit, on aimerait le faire en France, mais les banques ne nous laisseront jamais emprunter. On n'a même pas essayé, quoi. On a commencé un peu à se renseigner. Et du coup, le financement aux States, vous avez fait comment? Alors, aux States, le tout premier, les 50 000, on l'avait financé vraiment sur nos économies personnelles, en cash. Sur les fonds propres, ok. Ouais, sur les fonds propres.
Et après, c'était qu'avec les plus-values en fait qu'on rachetait. Donc, on n'a jamais eu besoin d'emprunter, quoi. Malin. Voilà. C'est impossible, hein. De toute façon, enfin, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, mais quand tu es français non résident pour investir aux États-Unis, Oui. pour avoir un emprunt, c'est assez compliqué. Ouais, il faut, je crois, minimum 40 ou 50%, je crois, de mémoire. Sûrement. Je me suis Ouais. même pas renseigné. Bon, j'avais entendu de gros apports. Ouais, ouais. Je Non, les mais avais on pas. se rend pas compte, et peut-être qu'on va en discuter, parce que même si tu as un avis peut-être sur le locatif, en France, c'est que tu peux le mettre le moins d'apports possible et avec des taux Ouais, bien fixes. sûr. Donc, il y a c'est des avantages, il y a des inconvénients, mais il faut Tout à fait. aussi dire les avantages qui sont quand même intéressants. Ah, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je Ouais. continue d'en faire de toute façon. Mais donc voilà, effectivement, ça nous a donné envie de continuer à faire de l'immobilier. On s'est dit qu'en France, ça allait être compliqué. On avait commencé un peu à se renseigner. On sentait que les banques n'étaient pas très chaudes et qu'on allait galérer. Ouais. Et donc, on a laissé tomber. Et quand on a vendu, on avait aussi ça en tête, hein. On a aussi vendu pour ça. On s'est Eh dit, oui. bah, ça va être l'occasion. On va être salarié, on va avoir des beaux salaires oui. en CDI. Faut y aller, quoi. Moi, je m'étais dit, j'ai 3 ans devant moi, j'ai 3 ans d'earn-out. Il faut que pendant ces 3 ans, je multiplie les acquisitions. J'avais vraiment en tête de faire une dizaine d'acquisitions minimum en 3 ans, quoi. D'accord. Justement, Ok. toujours avec ce délire de pourquoi pas être fire, etc. Ok. Et en fait, j'ai pas du tout fait ça. Parce que les plans ne marchent jamais comme prévu. Entre les BP, les fameux BP. Ouais, les fameux BP, ouais. Les fameux BP, en fait, entre-temps, il y a eu la deuxième phase du Covid, il y a eu le durcissement des conditions de crédit, après, il y a eu les taux qui ont monté, Ouais. il y a eu la concurrence aussi. On a eu plein de projets sur lesquels on était à 2 doigts d'y arriver, et puis ça a capoté au dernier moment pour X ou Y raison. Et donc, au final, bon, c'était pas si mal, hein. On a quand même fait 2 belles acquisitions d'immeubles de rapport. On a acheté 8 lots en 3 ans. Ok. Donc, c'est moins que ce que je pensais, mais c'était déjà pas mal. Mais voilà, je te rassure, c'est déjà très bien. Déjà, d'avoir fait les États-Unis, c'est déjà très bien. D'avoir déjà fait une acquisition sur un immeuble pour commencer, c'est déjà très bien. D'avoir multiplié, d'avoir dupliqué le modèle, c'est encore bien. Et en fait, c'est un peu moi ce que j'aime pas, c'est comparer le nombre de lots. Tu vois, non, bien sûr. Non, parce que moi, j'aime bien raisonner en projet. Et ce que j'aime bien aussi discuter, c'est aussi les personnes qui ont fait le cycle de l'investisseur, c'est-à-dire qui ont acheté, exploité, revendu. Parce que pour moi, un investisseur immobilier, en tout cas, c'est quand il a fait ce cycle, mais plusieurs fois. Tu vois, oui, de toute façon, la vérité d'un projet et de sa rentabilité, elle se sait qu'à la fin, hein, une fois que tu as revendu. Exactement. Et donc, du coup, avec votre mari, vous vous êtes dit quoi au début? Vous êtes dit, ok, je suis salarié maintenant, quel type de projet? Pourquoi pas les studios? Pourquoi les immeubles? Pourquoi pas des colocs? Pourquoi pas l'immobilier commercial? Que sais-je? Les Airbnb? Ça a été quoi votre réflexion de départ pour se dire, ok, quelle est la stratégie et comment je la duplique? Alors, en fait, on a fait comme tout le monde, je pense, on a regardé des vidéos YouTube, parce qu'on n'y connaissait que dalle au début, et on entendait à peu près tout et son contraire. T'as le mec qui prône les Airbnb, l'autre les immeubles. On est passé un peu partout, théoriquement. Et puis on s'est dit, les immeubles, c'est quand même pas mal parce que ça te permet d'aller plus vite. Et nous, on avait vraiment ce timing de 3 ans devant nous. On savait qu'on n'allait pas rester non plus 15 ans chez l'acquéreur. Donc on s'est dit, la meilleure façon de scaler en immobilier, c'est quand même les immeubles. Tu fais des économies d'échelle. On avait identifié une région aussi dans le nord. À l'époque, on habitait à Paris, donc c'est facile d'aller dans le nord. Les prix étaient quand même très accessibles et tu pouvais acheter un immeuble de rapport pour moins de 300 000 € et avoir des très beaux rendements dessus. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a commencé comme ça. Ok, donc du coup vous avez fait ça, donc bon vous avez acheté ça fait 8 lots mais deux opérations, vous les exploitez comment? Est-ce que tu as des cas concrets, des chiffres à nous donner? Est-ce que oui, bien sûr. Comme tu sois libre de dire ce que tu souhaites, non, mais il n'y a pas de mettre le curseur. Je donne tous mes chiffres parce que c'est aussi ce que je fais dans ma newsletter. C'est ce que les gens apprécient aussi. Je partage beaucoup mon retour d'expérience parce que c'est important, je trouve, d'arriver à se projeter et avoir des chiffres réels. Justement, dire aussi la vérité sur l'investissement locatif. Il y a plein de choses bien et d'autres moins. Mais c'est important d'être totalement transparent et exhaustif. Donc, pour les chiffres, donc au niveau du premier, c'était à Roubaix. On était sur un immeuble de 5 lots. On a payé, si je ne te dis pas de bêtises, ça devait être 280, je crois, avec tous les frais. Frais d'agence, etc. Et aujourd'hui, ça nous rapporte 2400 € de loyer par mois. Donc, plutôt un bon rendement. On les spots en location meublée. Alors, il y a un des lots qui est en nu, parce qu'il était déjà loué, en fait, et la personne est toujours là. Et tous les autres en meublé, plutôt à des étudiants. Voilà, donc un peu turnover, mais c'est géré en agence. Donc, vous êtes à quasiment 9% brut, sans Airbnb, sans rien. Donc, ce qui est... Pour le coin, j'ose imaginer, ça me semble des stats, je veux dire, correctes. Je pense que je même faire 10. On a fait 10. Ouais, c'est des stats typiques de Roubaix, quoi. Ok, non, parce que Roubaix, j'entends tout et son contraire, mais j'imagine que comme dans toute ville, il y a des secteurs, il y a un triangle d'or, comme j'aime les appeler, c'est-à-dire dans lesquels il faut investir et d'autres, parce que nous, on a le même problème à Nîmes. Il y en a qui se disent, mais non, Nîmes, moi j'ai commencé à investir là-bas, donc je connais très très bien la ville et il y a un triangle d'or, effectivement, où on va. Et j'imagine que dans toute ville un petit peu
pas populaire, mais un petit peu ce type de ville, il y a ce fameux triangle d'or. Ouais, tout à fait. Bah, Roubaix, c'est une ville populaire, hein, disons-le, c'est vraiment le Ouais. cas. Il y a peut-être, je sais pas, 10 rues qui sont vraiment géniales et il faut c'est là-dessus, nous, qu'on a misé. Et le reste, si tu connais pas, tu peux vite tomber dans un truc où tu vas Ouais. regretter, quoi. Donc nous, on est vraiment en hyper-centre de Roubaix. On est vraiment à quelques minutes des écoles. Il y a plein de facs à Roubaix. Il y a une annexe de l'EDEC. Enfin, il y a D'accord, ah oui. différents Ok. lieux pour les étudiants. Donc on est vraiment, nous, à quelques minutes du métro, de la gare. Enfin, on est bien situés. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cet immeuble-là. Je ne serais pas allée n'importe où à Roubaix non plus. D'accord. Et pourquoi Roubaix, pas, je sais pas, une ville autre vous avez fait votre étude de Alors, marché? non, Non? là pour le coup, c'est vraiment une question d'opportunité. Ouais. On avait un ami qui lançait une boîte d'accompagnement sur l'investissement locatif. C'est lui qui nous a parlé de Roubaix. Ok. Je pense qu'instinctivement, Tu peux le citer si tu veux, hein. Sois à l'aise. Hein. ouais, non, bah là, je sais pas s'il le fait Eh, encore, donc je peux ok, pas dire d'accord. de Bon. bêtises, mais en tout cas, il nous a parlé de Roubaix. Nous, au départ, on n'était pas, enfin, c'est pas ce que j'aurais fait instinctivement. Je savais pas D'accord. trop par où commencer, donc c'est bien tombé finalement. Ok. On avait même des préjugés, hein, comme tout le monde. Nous, au début, il nous a dit Roubaix, on s'est dit, bon, ça n'a pas une super réputation, mais pourquoi pas? On est ouvert d'esprit, allons voir. Ouais. Et en fait, on a été sur place, on a été assez convaincus. Et voilà. Ah, mais Voilà pourquoi Roubaix, tout simplement. tu vois, c'est exactement le travail qu'on fait, exactement. C'est que les gens, on leur dit, si vous avez un doute, venez voir. Même Nîmes, alors je dis que c'est populaire, alors si les Nîmois ou ma famille m'entendent, ils vont me tomber dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a certains quartiers populaires. Nîmes n'est pas populaire à 100%. Mais par contre, il faut venir sur place, voir. Malgré tout, même si vous passez par une entreprise de chasse ou que sais-je encore par de service, nous on invite les gens à venir parce que rien ne vaut Bien sûr. de ressentir le terrain et de se dire ok, j'investis seul et c'est ok, ou je fais confiance à une entreprise tierce X ou Y, tu vois. Donc non, mais je pense que vous avez bien fait d'y aller, ça vous a permis de vous rassurer, j'imagine, aussi. Oui, bah de toute façon, moi, j'investis jamais Et de sans y dérouler. aller. Ouais. Même si on a un partenaire qui nous accompagne sur un projet, clé en main, etc. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un truc que je conseille toujours. C'est indispensable d'aller voir, de sentir la ville, même Ah ouais. l'immeuble. Des fois, tu sais pas à quoi t'attendre, tu peux avoir des mauvaises surprises. C'est déjà arrivé sur le papier, quelque chose qui était parfait. Tu vas voir et en fait, l'immeuble, il correspond pas du tout à ce que tu attendais. Donc, je trouve que c'est vraiment important d'aller voir. Non, mais je partage totalement ça. Et nous, mais bon, après, le concept, après, bon, je fais juste une parenthèse, le principe du clé en main, les gens, franchement, je le dis honnêtement, la plupart des gens ne viennent pas. Ouais, je Ils viennent comprends. pas. C'est pour ça qu'ils payent un clé en main aussi, ouais. Ouais, mais moi, je leur dis de venir. C'est ça le truc, c'est que je leur dis venez. Mais la plupart, effectivement, ils achètent un service, ils veulent pas et ne viennent pas. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. C'est le concept. C'est dommage, ouais. Bon, en tout cas, mais après ils viennent quand même. Hein. Attention, c'est quand le projet est fait ou il est loué. Ah oui, une fois que tout est fait, ouais. Ouais, voilà, ils viennent et puis bon après on leur fait, on les invite. Bon bref, il y a d'autres choses qui est plus agréable, on va dire, d'un point de vue clientèle. Ok, du coup tu fais ces investissements et du coup on va mettre les pieds dans le plat de suite. Moi j'ai vu ton post, je crois qu'on n'était pas connectés. J'ai dit mais celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Du coup j'ai un peu creusé, effectivement c'était bien tourné. Dis-nous un petit peu comment l'investissement immobilier au bout de ces deux opérations, qu'est-ce que tu as trouvé de positif, de négatif, commence par ce que tu veux et de nous dire voilà, si tu continues ou pas à investir, Madame Mylène, savoir un peu si l'immobilier locatif est pour toi toujours intéressant ou pas. Alors, il n'y a pas eu que ces deux opérations, il y a aussi eu une autre juste après qui a un peu été la pire. Okay. C'est en fait, on a voulu se lancer dans quelque chose qui était peut-être trop gros pour nous, de la construction. D'une maison, pas d'autre chose, mais une petite maison pour du locatif en Airbnb, là en Normandie. Du coup, on a identifié un terrain qui était sympa, bien placé, à 30 minutes de Honfleur, pour ceux qui connaissent, donc pas très loin de la mer. Ah ouais. Moi, je suis jamais allé, mais je connais de nom. Ouais, c'est connu, c'est très mignon. Nous, on est allé plein de fois en week-end et c'est un coin qu'on aimait bien. Et on s'est dit, ça peut être sympa d'avoir une petite maison pour faire du Airbnb qui nous servirait aussi de résidence secondaire, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'on allait finir à Nice. Et donc, voilà, on a voulu tenter le coup. Sauf qu'on est tombé sur... Enfin, alors, à la base, le projet, c'était de faire d'abord une tiny house. Ah, donc, génial. Moi, je voulais vraiment un investissement pas très cher, moins de 100 000 euros tout compris entre le terrain et la tiny house. Les tiny, c'est quoi, entre 50 et 80 ou plus, non? On peut avoir alors plus. Maintenant, c'est monté, mais à l'époque, quand j'ai regardé, ça devait être dans les 50 à peu près pour avoir un truc sympa, d'à peu près 40 mètres carrés, tout vitré en pleine nature, parce que le terrain, il est vraiment joli, il est en pleine nature, il y a plein de beaux arbres et tout sur les côtés. Donc moi, j'imaginais un truc vraiment, une parenthèse pour les citadins au cœur de la nature, avec des baies vitrées, hyper sympa, avec un petit jacuzzi, quelque chose d'assez haut de gamme. Il y a une boîte qui s'est lancée là-dedans aussi. Oui, il y en a qui font ça. Commence par un P. J'ai oublié. Si je le retrouve, je le mettrai en description. MyCube, je crois que c'est ça. Il y a Green Cube. Bon, je sais pas trop. Ouais, Green Cube, ils fabriquent. Justement, j'avais regardé avec eux. Ils fabriquent des extensions, eux, plus.
Ils font aussi du locatif. Ils font des petites maisons comme ça. Parce que je pense qu'ils sont Montpellierins. Ok. Ouais, je crois que le Roi Merlin, il me semble que ça appartient au Roi Merlin. Le Roi Merlin, ils ont beaucoup de choses, donc oui, ok, d'accord. Mais donc j'avais hésité avec ça. Au départ, l'idée c'était ça. Et en fait, le problème de ça, c'est que tu peux pas. Enfin, c'est plus compliqué d'emprunter puisque les banques, quand il n'y a pas un contrat de constructeur de maison individuelle, elles financent pas. La tiny house, tu dois faire sur tes fonds propres. Et l'intérêt de l'immobilier, c'est quand même de lever de la dette. Exact. Donc du coup, on s'est dit bon, on va laisser tomber la tiny house et on va faire quelque chose de plus ambitieux. Et puis ça permettra d'amortir aussi le prix du terrain, même s'il n'était pas extrêmement cher. On a payé 38 000 € avec les frais d'agence pour un très grand terrain de 1600 mètres carrés. Et comment c'est possible ça? C'est parce que c'était vraiment reculé? Ouais, c'est vraiment dans un village. On n'est pas à Honfleur même, on est vraiment dans un village. La plus grande ville aux alentours s'appelle Pont-Audemer. On est à quelques minutes de voiture de Pont-Audemer. Ok, d'accord. Ce qui fait que les prix sont pas chers. Ça a bien monté depuis, mais en tout cas à l'époque c'était pas cher. Et donc on s'est dit bon, on va pas payer la tiny house quasiment aussi cher que le terrain, autant faire une vraie maison et amortir le coût du terrain. Ok. Donc ça c'était l'idée de départ. Ça c'était pas mal sur le papier. Il y avait de très beaux tableaux Excel avec des super rendements à 20%, je sais plus combien. Sauf que on est tombé sur un constructeur véreux, clairement. On va pas le citer, mais ceux qui veulent le nom, je ne saurais pas le donner. Pas de pub aux escrocs. Et du coup, ça a été un enfer. C'est-à-dire que pour l'instant, pour tout te dire, la construction n'a même pas commencé. Ça fait 1 an qu'on a eu le prêt, ça fait 1 an que le projet a été signé, etc. Et il ne s'est rien passé. Que des problèmes. Ça s'est enchaîné. Et parce que vous avez versé un acompte? On a versé un petit acompte, ouais. Ils nous ont réclamé plus, mais évidemment, on n'a pas versé plus. Et il y a eu, ils ont commencé à ouvrir le chantier sans notre accord. Il y avait les voisins qui avaient des animaux, des moutons à côté. Et comme on n'avait pas encore mis la clôture, ils ont commencé à faire les fouilles. Donc les moutons, ils allaient tomber dans le trou. Le voisin, il était comme un fou. Ah ben ouais. C'est lunaire, c'est un enchaînement de trucs. Tu te dis, mais c'est pas possible de bosser avec des gens comme ça, quoi. Mais du coup, vous n'avez pas pu casser le contrat? Justement, on est en train d'essayer là. On a pris un avocat, mais ça met du temps. Ça met en temps, beaucoup d'allers-retours. Et là, on est au stade où on essaye de casser le contrat avec notre avocat. Et ouais, parce que ces gens-là font signer des contrats de construction, je sais plus, il y a un terme juridique. CCMI, ça s'appelle. Ouais, exactement. Ouais. Et lui il se dit pas, bon, j'arrête le chantier, parce que du coup, vous avez plus lui verser. En fait, je comprends pas, tu vois, de faire durer ce genre de problème. Autant que, je sais pas, on s'entend sur un aspect financier, ciao, tu reprends tes billes. Moi, mon intuition, c'est qu'en fait, parce qu'après on s'est renseigné, on a commencé à discuter avec différents interlocuteurs locaux, et apparemment il y a d'autres clients qui ont le même souci, et qui sont en procès aussi avec eux, qui essayent de sortir de leur contrat. J'ai un peu l'impression, peut-être que je me trompe, qu'ils essayent de gagner du temps, parce qu'ils vont sûrement mettre la clé sous la porte, et ils veulent récupérer un maximum d'acomptes chez tout le monde avant de faire faillite. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est le système de la cavalerie, ça. C'est beaucoup dans... Après, malheureusement, peut-être, mais... malheureusement, c'est un peu le péché des boîtes du bâtiment, même dans le sud. Il y a des boîtes comme ça qui, en fait, enchaînent les contrats, prennent les acomptes et ciao. Voilà, je résume, mais c'est un peu ça. Ouais, donc, du coup, parce que sur le papier, effectivement, c'est une bonne idée, mais c'est l'interlocuteur technique est très important. Donc, du coup, stand-by sur ce projet, en fait. Stand-by sur ce projet, donc assez blasé. On s'est dit, là, on a vraiment mis les pieds dans un truc où on n'aurait pas dû. Bon, voilà, ça va, on va trouver une solution. C'est ça l'immobilier aussi, il faut faire preuve de résilience, il ne faut pas s'énerver à la moindre difficulté, mais c'est vrai que ça nous a un peu saoulés. Donc voilà, les acquisitions, globalement, j'en suis plutôt contente. Honnêtement, en termes de rendement, ça se passe bien, ça tourne à peu près tout seul. Mais c'est vrai que ce truc-là sur la construction, ça m'a un peu miné. Et puis pourquoi j'ai fait ce post LinkedIn aussi, parce que il y a eu une accumulation c'est une question de timing aussi, une accumulation de choses qui m'ont un peu saoulé, qui sont arrivées en même temps. Ouais. Et j'ai pris un peu de recul, j'ai commencé à me dire, en fait, on gère quand même plein de trucs chiants, on va pas se mentir, pour des rendements qui sont corrects, mais qui aujourd'hui, si je devais faire la même chose aujourd'hui avec les taux actuels, ça vaudrait pas le coup. C'est-à-dire que moi, j'ai eu de la chance d'acheter il y a quelques années, les taux, ils étaient à 1%. Donc on fait du cash flow avec ces fameux cash flow, avec ces investissements-là. On génère, je pense qu'à Roubaix, on doit être autour de 1 000 € et l'autre, on doit être autour de 600 peut-être, quelque chose comme ça. Net de toute charge, mensualité d'emprunt, etc. Donc c'est pas si mal. Mais quand tu regardes tout ce que tu as à gérer et que tu mets en face le cash flow que tu fais, si j'avais pas fait ces acquisitions il y a quelques années et à des taux très corrects, peut-être que aujourd'hui, si j'avais fait la même chose avec les taux actuels, je serais, je sais pas, peut-être à 400 € de cash flow et je me dirais ça vaut pas le coup en fait. Je gère tous ces trucs-là pour 400 € de cash flow. Bon, est-ce que c'est vraiment intéressant quoi? Même pas, je dis 400, mais ça serait même moins. Je pense que je serais à peine. Ah ouais, parce que tu divises au moins, je pense, par 2 voire 3. Ouais, c'est ça. Je pense que je serais à moins en fonction du coût du crédit. Ouais, c'est sûr.
Ouais. Parce qu'après, j'ai regardé d'autres projets. C'est-à-dire que je voulais continuer, moi, à faire de l'immobilier. Ouais. Et j'ai même fait le test, la simulation. Même tu prends un immeuble à 500 000 euros, avec les taux actuels, même déjà, tu es obligé de mettre un apport. De toute façon, tu peux plus emprunter. C'est compliqué d'emprunter sans apport. Mais même en mettant un apport, au mieux du mieux, tu vas avoir, même si tu as un super rendement dans une ville un peu risquée, tu vas avoir entre 500 et 800 euros de cash flow pour un immeuble à 500 euros avec peut-être 8 apparts. Ça vaut pas le coup, quoi. Par rapport à toutes les galères que tu as à gérer et la charge mentale, etc., c'est pas non plus. Enfin, je trouve ça un peu dérisoire, quoi. Ouais, après, tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dans l'immobilier, c'est que tu as tellement de profils. Tu vois, nous, il y a des clients, le cash flow, ça leur fait pas peur, mais ils s'en foutent. Oui, alors après, ça dépend de son objectif, bien sûr. Exactement. En fait, et ça, nous, c'est depuis qu'on est à notre compte, c'est un monde qu'on n'avait pas vu. Il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, qui en fait ont tellement de financiers, tu vois, et qu'ils ont du cash et qu'ils savent pas comment le faire tourner. Et du coup, les arguments qu'on disait tout à l'heure, ils se disent, ok, même je lève de la dette à 3,5-4%, et ils savent que les taux vont pas redescendre à 1%, mais quand bien même, avec l'inflation, bon bref, en supposant, bien sûr, parce qu'on suppose que les taux vont être aux alentours de 2, 2,5. Donc en fait, ils font des projections là-dessus. Et à mon sens, je partage cette analyse. Par contre, l'inconvénient qu'on a en France par rapport à la période laquelle on vit, c'est que les prix ne baissent pas autant par rapport au coût du crédit qui augmente. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Contrairement à un marché américain où tellement tu as des taux qui montent et qui descendent, j'ai une bêtise, d'un mois à l'autre ou d'une semaine à l'autre qui est très variable, en France, c'est lent. C'est très lent. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Donc, aujourd'hui, nous, les gens qu'on accompagne, c'est ça. C'est qu'en fait, ils misent sur ça. Et voilà, mais il faut pas se mentir. Oui, un investissement immobilier aujourd'hui coûte plus cher qu'il y a 2 ou 3 ans. C'est évident, quoi. C'est mathématique après. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il faut plus le faire pour le cash flow. C'est-à-dire que le problème, c'est que avant, tu pouvais mêler les façons de s'enrichir. Il y a les 3 leviers d'enrichissement en immobilier, donc la capitalisation, c'est plus évident. Le cash flow, c'est un peu la cerise sur le gâteau, et la prise de valeur foncière, potentiellement, donc la plus-value. Avant, tu pouvais espérer faire à peu près les 3. Enfin, selon la ville, il fallait choisir évidemment judicieusement, mais même à Roubaix, on critique beaucoup Roubaix, mais c'est quand même une ville où aujourd'hui, mon investissement depuis, il a pris genre 100 000 euros quoi, en quelques années. Ouais, il tourne, d'accord. Voilà, donc au-delà du cash flow, je veux dire en termes de prise de valeur. Je sais pas ce que ça va donner dans le futur, évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais si on mise à peu près bien, si on regarde bien la ville, comment ça se passe au niveau le dynamisme économique, etc., la démographie, on peut presque pas se tromper, on va dire. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on peut plus mêler les objectifs. Tu peux pas faire, ça devient plus compliqué d'espérer faire à la fois du cash flow et de la plus-value. Il faut faire un choix. Et donc c'est ça que, avec le recul en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que maintenant il faut que je sépare les objectifs. Tu as des investissements patrimoniaux, tout simplement. Tu sais que tu n'auras pas d'emmerde, ça tourne tout seul dans une ville sûre qui prend de la valeur et ça se passe très bien. Tu as plein de conciergeries. Parce que par exemple, moi j'ai investi dans une ville à côté de Valenciennes, il y avait un concierge et je l'ai pris, il était pourri. Et du coup, j'avais plus de solution pour faire du Airbnb. Et ouais, c'est sûr. Quand tu es dans une grande ville, tu n'as pas tous ces problèmes-là. Donc, soit tu fais une ville simple, sûre, tout se passe bien. C'est pas avec ça que tu vas faire des rendements de fou et du cash flow, mais en tout cas, ça tourne tout seul, ça s'autofinance ou presque, et tu fais du patrimonial. Soit tu veux faire du cash flow, et dans ces cas-là, tu vas dans des villes qui sont un peu plus risquées. Tu fais des projets plus chronophages aussi, parce qu'aujourd'hui, pour faire du cash flow, il faut faire des colocations, de l'atypique, du Airbnb. Enfin voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis aussi, il faut être prêt à couper un peu dans les coûts en faisant certaines choses soi-même. Et dans ces cas-là, oui, tu auras du cash flow. Mais les deux à la fois, c'est plus possible. Donc, j'ai mis du temps à comprendre ça, en fait. Et oui, alors, tu vois, moi, en fait, moi, ça fait 15 ans que j'investis. Et il est évident que quand on a commencé, sans effort, tu faisais du cash flow. C'est-à-dire quand tu mettais les maths, ça marchait. Et même si on avait des taux qui étaient pas à 1, mais qui étaient à 2,5, 3, on arrivait à trouver des projets. Parce que aussi, il y a une variable, c'est qu'il y a une dizaine d'années, les prix étaient légèrement moins chers. Donc en fait, il y avait moins de concurrence aussi. Et il y avait moins de concurrence. Et en fait, si tu veux, c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, c'est que, en gros, tout investisseur passe par des phases. Alors, et d'ailleurs, ce serait intéressant que tu me donnes aussi ton retour d'expérience, parce que moi, ce n'est qu'une analyse de ma part, et je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais vu que tu as une communauté et que c'est toi qui gères la verticale de Snowball Igloo, donc tu vas aussi pouvoir me dire si je me trompe ou pas, c'est qu'en fait, tous les investisseurs passent par un cycle, c'est cash flow absolu. Moi, je discute avec des tonnes de gens. Oh là là, c'est cash flow. Et ensuite, ils ont le même constat qu'on a fait nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, le cash flow, c'est cool, mais il y a le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, c'est qu'en fait, si tu veux devenir un vrai investisseur, le mot est un peu... mais si tu veux devenir un investisseur immobilier, tu dois gérer sur le moyen et long terme
comment on appelle ça, un petit peu ton process d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut durer. L'investissement immobilier, c'est du temps long. Donc, il faut se dire, OK, j'ai telle stratégie, mais pas court-termiste. En tout cas, maintenant, moi, je le vois comme ça, sur du long terme. Alors, je ne te dis pas sur 20-25 ans, mais entre 8 et 15 ans, je pense qu'il faut tenter d'avoir sa stratégie sur ces périodes-là. Et quand tu raisonnes comme ça, moi, j'aime bien l'expression taux d'emmerde. Plus tu vas chercher du 10, 15, 20, tu vas avoir un taux d'emmerde supérieur. Si tu es OK, vas-y, et on saura t'accompagner. Par contre, si tu veux un peu moins, et honnêtement, franchement, moi, depuis que je suis à mon compte, entre guillemets, je pensais que c'était le contraire, d'ailleurs, mais honnêtement, 80-90% des gens ne veulent pas s'embêter avec l'immobilier. Et la plupart. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens que je connais, moi, c'est plutôt des gens qui sont prêts à faire un effort d'épargne pour éviter de s'embêter avec l'immobilier. Exactement. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on a eu à accompagner des gens à faire du cash flow, mais c'est une prise de risque que la plupart sont pas prêts à prendre. Alors après, tu en as qui marketent le truc en disant, ouais, faites partie des 1%, faites partie des 5%, d'ailleurs, les pourcentages, on s'en fout. Oui, devenir rentier, machin. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'est pas... Tu vois, tu peux pas, comment dire... Chaque profil est différent. Et tu vois, la personne, elle a de l'épargne, elle a reçu un héritage, son mari ou sa femme est anti-immobilier, donc même en interne, sous l'oreiller, ça se dispute de savoir la stratégie. Et ça, en fait, il faut arriver à le capter en clientèle, ou pas en clientèle, entre amis, pour tenter de définir une stratégie. Tu vois, ça, c'est la vraie vie, en fait. Tu vois. Donc, du coup, est-ce que tu partages cette analyse ou tu as une antithèse par rapport à ce que je viens de dire ou qu'est-ce que tu peux rajouter? Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, quand tu commences, c'est aussi peut-être un peu la faute aussi des réseaux sociaux et de tous les formateurs, infopreneurs. Attends, je te dis dans l'oreille, 100% des réseaux sociaux. Mais bon, ça a du bien aussi, parce que je veux pas tout critiquer. Ça a du bien aussi. Ça démocratise le sujet, ça c'est cool déjà, ça ouvre les yeux des gens sur ce qu'il est possible de faire. Tout le monde ne dit pas des conneries, heureusement. Non, exactement. Super bien. Mais malheureusement, c'est vrai que ce qui a tendance à ressortir, c'est comment Pierre est passé de routier à rentier en 3 mois. Et voilà, il génère aujourd'hui avec ses appartements en Airbnb 10 000 euros de cash flow, machin. Donc les gens croient à ces trucs-là. Et donc le mot cash flow, il est devenu... on l'entend beaucoup. Et donc les gens commencent à se dire, super, je vais faire de l'immobilier, je vais quitter mon job et je vais gagner plein d'argent sans rien faire. Le fameux revenu passif. Et après, ils évoluent. Et après, ils se rendent compte que c'est pas aussi simple que ça et que le cash flow, c'est bien, mais si tu exploites ton truc à 10% de rendement, ou 12% de rendement même dans une ville pourrie, et qu'à la revente, tu fais moins 35%, je suis pas sûr qu'au niveau des maths, ce soit si fabuleux que ça. Quoi. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est ce que je dis, moi, je l'ai toujours pensé, mais depuis que je suis à mon compte, c'est vraiment, là, c'est c'est vraiment l'amortissement du capital qui fait que tu t'enrichis dans l'immobilier. Et j'ai pas de problème avec ce mot-là. Parce qu'en fait, pour ceux qui vont nous écouter et qui n'ont jamais fait d'IMO, sur 1000 euros de crédit, tu as 200 ou 300 euros, peut-être plus, pour, on va dire, de crédit, et tu as le reste en amortissement du capital. C'est-à-dire qu'en gros, c'est là. Et d'ailleurs, je le dis pour ceux, parce que moi, ça m'avait fait tilt sur les comptes, quand tu as ton amortissement du capital, c'est en vert. Je sais pas si tu as déjà fait attention. C'est mon mari qui gère l'administratif, moi je peux regarder. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que ça m'avait alerté quand on m'avait dit ça. Et je dis, ah ouais, effectivement, l'amortissement du capital, il est plus 500, plus 600 sur tes comptes, alors que ton coût du crédit, effectivement, forcément, il est en rouge. Mais du coup, ça veut dire que pour la banque, c'est du positif. Voilà. C'est ça, c'est de l'enrichissement. Ouais, exactement, c'est de l'enrichissement. Voilà. Donc, c'est un peu ce que tu constates un petit peu sur la newsletter ou les retours que tu en as. Ouais, les gens sont assez d'accord avec moi. C'est vraiment, en fait, plus tu prends l'expérience, il y a une sorte de courbe d'apprentissage et moins tu entends parler de cash flow et plus tu entends parler de TRI, de choses comme ça. Quoi. Taux de rendement interne, ouais, exactement. Taux de rendement interne, ouais. Exactement. On regarde un projet vraiment dans sa globalité et c'est ça qu'il faut regarder finalement. Sauf si, alors après, c'est antinomique avec la volonté d'être FIRE et d'avoir des flux de revenus passifs, mais il y a d'autres façons aussi de le faire. Il n'y a pas que parce l'immobilier. Que les FIRE résonnent en TRI, ils résonnent comment les FIRE du coup? Ils résonnent en cash flow, les FIRE. Il résonne en cash flow. T'as besoin, c'est du flux entrant, t'en as besoin pour vivre. Si on te dit, tu veux devenir rentier, il faut trouver des investissements qui vont faire que tu vas avoir de l'argent qui tombe tous les mois sans travailler. Donc, en l'occurrence, si tu fais pas de cash flow, c'est embêtant. Ok. Et du coup, sur ce mouvement FIRE, là, on avait commencé un peu à en parler. Toi, c'est quoi ta définition un petit peu de comment tu le vois, ce mouvement, qui est quand même, il faut le dire, je le connais juste de réputation, Victor Laura, qui est un peu la tête de gondole de ce mouvement. Du coup, qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est réalisable, réaliste? Est-ce qu'il y a des revers? Est-ce qu'il y a des chemins? Est-ce que c'est possible d'y arriver déjà? Voilà, il y a peut-être ceux qui se posent la question. Alors, pour moi, FIRE, ça veut tout et rien dire. C'est très large, c'est comme tout.
Il y a des gens qui se disent rentiers avec 1500 € par mois parce que ça a remplacé leur salaire, donc Tout à techniquement, fait. oui, pour eux, ils sont rentiers. Ouais. Et il y en a d'autres qui souhaitent être rentiers avec des sommes plus importantes, 10 000 € plus, c'est ce qu'on appelle les fat fire. Ok. Donc déjà, il faut commencer par ça, à se dire quel est mon objectif et ensuite comment je mets en face des moyens pour l'atteindre. Je pense pas que ce soit infaisable. Il y a beaucoup de critiques en ce moment du mouvement FIRE avec des gens qui disent ouais mais c'est n'importe quoi, ça c'est pour vendre des formations, ils s'enrichissent plus avec leurs prestations qu'avec finalement ils sont pas du tout FIRE puisqu'en fait ils travaillent, ils vendent des formations et autres et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, mais c'est pas totalement vrai. Il y a des façons d'être FIRE mais c'est beaucoup de boulot, beaucoup de sacrifices et c'est plus dur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait si tu as commencé il y a 4-5 ans, tu as fait de l'IMO à 1% avec des trucs pas chers, et bah oui forcément c'est facile d'être FIRE. Et si tu commences maintenant, aujourd'hui en 2024, bon courage, c'est beaucoup plus dur. Mais j'ai l'impression que FIRE, c'est pas que l'IMO, c'est aussi les side projects. C'est pas que l'IMO, il y a voilà, c'est assez large. Enfin, il n'y a pas que 3 piliers, mais les 3 plus gros, ça va être l'IMO, parce que c'est comme ça que tu lèves de la dette, la bourse, pour réinvestir tes gains, et les side business pour avoir un flux entrant, une sorte de socle, on va dire, pour avoir tout le temps un minimum d'argent de sécurité aussi. Et donc c'est en maniant bien ces 3 leviers-là que tu peux potentiellement devenir FIRE. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, en 2024, le pilier IMO, il s'annule un peu. C'est-à-dire que pour faire du cash flow en IMO, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut aller vers des projets qui sont plus risqués, il faut passer du temps à gérer soi-même ses Airbnb. Donc pour moi, c'est pas du FIRE, ça. Donc tu pouvais facilement, je mets des gros guillemets, mais beaucoup plus facilement en tout cas être FIRE il y a quelques années qu'aujourd'hui. Je dis pas que c'est impossible, ça dépend encore une fois de son objectif et de ce qu'on attend comme revenu, etc. Mais à la limite, je dirais qu'il faut revoir la stratégie FIRE à ce moment-là. Il faut commencer par le side business, je pense. Trouver un moyen de générer des revenus avec un side business le plus automatisé possible. Ça peut être en plus de son job, peut-être à la place un jour, etc. En tout cas, pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui alimente ensuite l'investissement. Et il n'y a que comme ça que tu peux vraiment devenir FIRE. Parce que, reprends-moi, mais FIRE, c'est le but ultime, c'est quoi? C'est de plus travailler? Alors, et en ayant des Financial Independence, Retire Early. Donc oui, l'idée c'est de se dire... Alors en fait, finalement, les gens se trompent. C'est pas de ne plus travailler, c'est de potentiellement ne plus avoir besoin de travailler. Ça veut pas dire que tu vas plus travailler. D'accord. Mais Victor Lora, il avait fait un livre, par exemple, qui s'appelle La retraite à 40 ans. Ouais. Bah, il n'a pas encore 40 ans, mais il n'est pas du tout à la retraite. Finalement, il travaille. Mais l'idée, c'est de se dire, je gagne de l'argent en choisissant les projets que j'ai envie de faire. En fait, c'est plutôt le côté, si demain j'arrête, si demain j'arrive à faire un tour du monde en famille et de rien faire pendant 2 ans, je peux. Si je veux passer plus de temps en famille et rééquilibrer ma balance pro-perso, je peux. Si je veux faire des projets qui gagnent pas d'argent au début, je veux, j'en sais rien, écrire un livre ou j'en sais rien, je vais pouvoir le faire parce que je sais que j'ai de l'argent qui tombe. FIRE, c'est vraiment ta liberté, en fait. C'est pas tellement une question d'être à la retraite, mais c'est une question d'avoir suffisamment d'argent pour être libre dans ses choix et ne plus faire des choix sous le prisme du financier. Non, mais moi, je comprends le marketing qu'il y a derrière. Je comprends Victor Lora qui a nommé le livre. Oui, alors, le raccourci, la retraite, c'est non, mais le marketing, effectivement. Moi, je peux comprendre, franchement. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais peut-être nommé le livre la même chose. Je veux dire, j'ai pas de souci là-dessus. Mais du coup, ça sous-entend malgré tout que si tu génères des flux, tu peux te la couler un peu plus douce. Tu vois, c'est un peu ce qui est suggéré, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que même l'immobilier, tu vois, moi j'ai des amis qui étaient pas contre mais qui voulaient pas en faire. Je te dis, écoute, tu fais de l'immobilier entre 10 et 20 ans, si vraiment on est large, ça améliore mais grandement ton quotidien. Pourquoi? Bien sûr. Parce qu'en fait, si tu attends 10 ans et que tu as bien fait ton achat, même sans cash flow, avec l'amortissement du capital, tu revends. Même si tu fais une OP à 100, tu revends à 100, sur 10 ans, tu as amorti la moitié. Tu es gagnant. Même si tu as mis 25 000 € d'apport, tu as 25 000 € net grâce à la dette bancaire. Donc, et je dis 25 000 €, du coup, tu peux te prendre une année sabbatique. Vas-y. Et tu as continué à travailler. Donc, en fait, bon, après, moi, je suis que sur la verticale immobilière. Donc, c'est mon expertise. Et du coup, je pourrais pas parler de bourse. Je suis pas bon là-dessus. Et je suis pas bon. Ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'immobilier permet ça grâce au levier bancaire. Ouais, c'est ce que je dis. Voilà. Ok. Bon, du coup, on revient un peu sur le post là, que tu as fait LinkedIn, parce que du coup, là, tu as vraiment dit, tu as assassiné l'immobilier locatif. Mais alors, voilà, j'aimerais, parce que du coup, je t'ai un peu coupé tout à l'heure, mais du coup, la genèse et un petit peu la suite de tout ça. Ouais, désolé, j'ai un peu bifurqué du coup, mais non, aucun problème, aucun souci. J'ai pas assassiné l'immobilier locatif. Bon, on est sur LinkedIn, t'es obligé de faire un post un peu clivant pour que. Mais il était super, attention, Mylène, franchement, il était génial. Moi, j'ai beaucoup ri. Je te connaissais pas, j'ai beaucoup ri, donc. Bon, tant mieux.
Ouais. Mais du coup, c'est que la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une accumulation. Enfin, je crois que je l'ai écrit vraiment d'une traite en plus. C'était en mode, je suis un peu saoulée en ce moment et Ouais. je vais faire un post Ça s'est senti, hein. ouais, je pense, ouais. Pour, expliquer mon ressenti du moment. Eh oui. Il y a eu plein de choses qui sont arrivées en même temps. Je te donne des exemples concrets. En gros, j'ai eu ma société de ménage. J'ai réalisé au bout de plusieurs mois, en fait, elle passait plus dans les parties communes de mon immeuble. Ah ouais. Comme j'habite loin, ils savaient que je venais pas boire et ils ont tout simplement arrêté de venir. Mais pendant super longtemps, on s'en est rendu compte. Les locataires m'ont rien dit en fait, donc on a dû se rendre compte de ça, je sais pas, peut-être 8 mois après, quoi. Donc plus de ménage, et du coup, forcément, qui dit plus de ménage dit souris au bout d'un moment. Ouais. Donc pas génial. Donc là, on cherche activement une nouvelle société de ménage, mais le pire, c'est qu'on n'arrive pas à en trouver parce que je sais pas pourquoi. D'ailleurs, on n'arrive pas à trouver des interlocuteurs fiables. J'ai l'impression que c'est un métier que les gens ne veulent plus faire aussi. Ils ont du mal à embaucher. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, on a essayé de faire des demandes de devis. C'est mou, ça avance pas. Voilà, D'accord. Ah ouais, c'est fou ça. Donc ça, c'est un peu les aléas aussi de la gestion à distance. Donc il y a eu cette histoire de ménage, les souris. On a eu une locataire aussi qui devait signer son bail et qui nous a sorti un mytho le jour de la signature. Soi-disant, elle avait une maladie grave, on a grillé que c'était faux. Enfin bref, des trucs un peu lunaires. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu les problèmes avec le constructeur. Voilà, tout ça mis bout à bout. Une chaudière qu'il a fallu remplacer alors qu'elle était censée être en bon état, mais finalement non. On s'est rendu compte aussi d'une maison qu'on a voulu remettre en location après avoir fait des Airbnb quand on a donc, la fameuse conciergerie dont je parlais tout à l'heure, le fameux concierge qui était vraiment mauvais. On s'est dit ok, on n'a plus de conciergerie, donc on va mettre en location classique. Et en fait, au moment de la remise en location, on s'est rendu compte qu'ils nous avaient un peu endommagé la maison alors qu'elle était neuve de base, quand tout était refait à neuf et tout, et il y avait des plaintes qui étaient, il y avait plein de petits détails mais à réparer. Et tout ça est arrivé en même temps, en fait, au même moment. Et là, on s'est dit, bon, ça fait beaucoup. On passe du temps au téléphone, on relance les gens. Voilà, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles. Et tout ça pour des cash flows qui, heureusement, sont pas trop mal, donc ça compense. Mais si on avait acheté ces biens-là aujourd'hui, on serait dégoûté parce qu'on ferait même pas de 100 balles de cash flow, 200 balles de cash flow, et on aurait tout ça à gérer. Ça nous aurait saoulé, quoi. Ouais, ça se Et je comprend. me disais, je me mets dans la peau de quelqu'un qui démarre l'immobilier aujourd'hui. Bah, t'as pas envie. Franchement, t'as pas envie de gérer tout ça. T'as tout qui augmente en plus. Les taxes foncières, elles font que flamber. Les charges, elles font que flamber. Les lois, les réglementations, les différents encadrements aussi, ça arrive de tous les côtés, entre l'Airbnb, les DPE, les encadrements de loyer. C'est quand même compliqué d'être un bailleur aujourd'hui en France. Ouais. Et il faut arrêter de dire aux gens, c'est du revenu passif, c'est pas du revenu passif. Donc c'était important pour moi de rétablir un peu la vérité là-dessus, quoi. Écoute, moi je suis aligné avec ce que tu dis, ça peut être contre-intuitif, mais moi ton post, je l'ai beaucoup aimé parce que oui, toutes ces contraintes-là existent et il faut pas s'en cacher. Et la seule chose que, modestement, je veux dire qu'on essaie de faire, on n'est pas les seuls à faire ce métier-là, c'est d'enlever toute cette friction-là. Et tu vois, par exemple, tu parlais de conciergerie ou même de gestionnaire, parce que nous, en fait, on gère, mais l'année dernière, bon bref, pour différentes raisons, on a délégué la gestion locative. Ça s'est mal passé, donc on reprend quoi? On essaie de reprendre tout, en tout cas. Pour les conciergeries, c'est pareil. On a tenté des partenaires, des clients. Voilà. Trouver des gens fiables, c'est horrible. C'est horrible. Mais du coup, en fait, c'est ce que j'essaie aussi d'expliquer aux clients. Je dis, ok, on a fait des erreurs de recommandation. Par contre, nous, on est là. Nous, on est sur le pont. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent, hein, j'ai pas de honte à le dire, sur comment aider les clients pour retrouver des locataires, retrouver un prestataire. On reste là. Donc, même si le contrat, il n'y a plus de contrat, hein, on leur a fait faire leur invest et on pourrait se dire ciao. Non, en fait, on a un contrat, on va dire, un peu moral on vous a recommandé une entreprise, les gars, on est avec vous, quoi. On peut pas se délester, je veux dire, du problème. Et puis c'est une histoire de crédibilité. Moi, j'ai fait investir des copains, donc à un moment donné, tu peux pas te délester du problème, c'est impossible. Ouais, bien donc, sûr. Quand on dit dans l'immobilier, c'est une histoire d'équipe, c'est vrai. Mais s'il faut du temps pour la trouver, il faut du temps. Et donc de trouver des bons partenaires et des bons prestataires. Donc oui, ce que j'ai envie de te dire par là, c'est qu'en fait, tu vois, ne serait-ce que pour la conciergerie, nous on a fait des, entre guillemets, des castings, et là on en a une bonne sur notre secteur. J'embrasse Julien, qui certainement, je sais pas s'il écouterait les podcasts, je sais qu'il aime cet exercice, mais en tout cas il écoutera. Lui, il est bon. Il est bon. Ça c'est précieux, hein. C'est précieux. Ah ben, du coup, on a dû piquer le modèle, les clients sont contents. Parce que tu vois, tu peux te poser des questions. Nous, on a fait de la location saisonnière sur une ville. Le conciergerie, c'est incroyable. Nous, on avait fait des projections. Donc, nous, en plus, on s'engage sur des projections financières. On a étudié, on a fait du RD&A, on connaît notre secteur. Bon, bref, on a fait une étude de marché. Et putain, les cash flows et les loyers, c'était pas au rendez-vous.
Et moi, je passe Ok. pour un con en plus. Et c'est la conciergerie qui faisait pas d'optimisation des Ben, prix, c'est ça? et ouais, en fait, il n'y avait pas de revenu, il n'y avait pas tout ce qu'ils nous avaient dit, tout ce que nous, on avait validé, et ils n'étaient pas faits. Donc, à un moment donné, J'ai le si même tu bosses problème. pas, Pareil. bah voilà. Donc, si tu bosses pas, et donc, on nous a menti, en fait, au-delà de ça, parce qu'en fait, il y en a qui te disent, ouais, mais Mickaël, comment vous auriez pu, mais tu peux pas, c'est à un moment donné, t'as un cahier des charges, le mec qui correspond, il a des trucs, et des références sympathiques, en plus à droite et à gauche. Et en fait, au final, sur le terrain, ça marche pas. Donc non, Julien, il a un site internet qui est pas beau, mais le mec est efficace. Je dis ça parce que je sais qu'il va le refaire bientôt. Mais bon, Ouais, c'est le plus important, on s'en fout du site, hein. et ouais, exactement, c'est ce que je lui ai dit. Donc on s'en fout. Donc le client est très content maintenant, tu vois. Donc Mm. donc ça c'est top. Ouais. Ouais, donc voilà. Donc il faut itérer, C'est reculer, ça. avancer de deux, itérer, reculer, voilà, avancer. Et ce facteur humain, il est vraiment clé. Et c'est pour ça que c'est Mm. compliqué aussi d'investir à distance. Enfin, maintenant, si j'investis à distance, je vais faire que des trucs ultra simples, location longue durée, Ouais, simple et efficace. tout Mais à le fait. Ouais. Airbnb à distance, je ferai plus. Là, je regarde du Airbnb en ce moment à côté de chez moi à Nice, parce qu'il y a des opportunités ici, c'est quand Ouais, même intéressant pour le Airbnb. Je sais que je suis à côté. S'il y a un problème, je peux y aller. Je peux aller voir, je peux gérer. Si le ouais, concierge tout à fait. Ouais. il déconne, je peux venir m'en occuper, quoi. Et à distance, par contre, c'est impossible, quoi. Ah mais moi je prône c'est pas de pas passer par des intermédiaires, c'est si tu peux le faire tout seul dans ta localité, mais vas-y go quoi, mais vas-y, hein. C'est franchement pour moi je pense que c'est la première des choses que tu dois déjà envisager. Moi, je C'est ne ferai pas toute de seule, hein. Pour le coup, sur le Airbnb, ouais mais ce enfin, que je je veux dire pourrais, mais c'est quand même du boulot. oui mais tu as connu ta limite. Ce que je veux Mm. dire c'est ça, c'est qu'en fait tu t'es dit OK, jusqu'où je veux aller en termes de travail. Et tu t'arrêtes là où tu as envie de t'arrêter. Il y en a qui Ouais, ont c'est ça. pas du tout envie, il y en a qui ont envie d'investir, mais qui veulent rien faire. Donc, tu as des boîtes comme nous. Mais ensuite, tu en as qui veulent tout faire et c'est OK. Et ben, ils ont tout intérêt à investir, je dirais une bêtise, entre 1 heure et 1 heure et demie de chez eux et de se constituer une équipe. Et je pense Mm. que c'est le meilleur des apprentissages. Et moi, j'ai des copains qui ont fait ça, des amis, et grand bien leur en face, et ça marche. Voilà. Mais chaque profil, typologie d'investissement correspond à l'équipe que tu as envie de construire pour construire un patrimoine. Mm. Puis c'est vrai que quand tu commences en faisant toi-même, ça te permet quand même de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça marche. Le fait d'aller sur le terrain, ça te permet après, Exactement. quand tu vas déléguer dans un second temps, de ne pas te faire avoir par les gens qui gèrent tout le Exactement. temps. Ouais. Donc c'est Mais bien tu vois, de mettre un peu les mains dans le cambouis au début, je trouve. même moi, j'ai fait mes premiers invests tout seul. Mais ce que j'ai fait aussi, c'est que quand moi, j'ai beaucoup investi quand j'étais salarié. Mais quand je n'avais plus le temps, je suis passé par des boîtes de chasse. Hein. J'ai pas eu de problème à payer ce type de prestations parce que j'étais dans un moment où je manquais de temps. Pas d'expertise, mais de Mm. temps. Et Ouais, du je coup, comprends. j'ai Mm. fait des affaires parce que les personnes visitaient à ma place, on en checkait, voilà. Donc, en fait, ça dépend aussi dans ta vie. Puis après, je pense que toi, voilà, tu te maries, tu es avec un compagnon, une compagne, tu as des enfants, donc ton temps est réduit mécaniquement de la Mm. vie de famille parce que tu as des choix. Complètement. Et voilà, et c'est très beau, c'est très bien. Et donc, de savoir où tu en es, c'est toujours un cycle dans l'investissement. C'est toujours un cycle. Voilà. En tout cas, moi, je raisonne comme Mm. ça et on essaie, quand je discute IMO, j'essaie de bien dire aux gens, voilà, les revenus passifs, ça dépend le taux d'emmerde que tu es prêt à mettre. Si tu veux des revenus C'est passifs, arrache-toi et sors-toi les doigts du. On m'a compris. mm. Voilà. C'est exactement Ça me- ça. Moi, j'appelle ça pareil, j'appelle ça la jauge en merde. Ah ouais. Et au début, quand j'avais plus de temps, j'avais qu'un enfant, j'étais salarié, j'étais tranquille, Ouais. ma jauge en merde, je pouvais aller un peu plus loin Et bien qu'aujourd'hui, sûr. quoi. Et du Mm. coup, comment tu t'es retrouvé à être la plume de Johan de Snowball? Alors en fait, j'avais créé ma propre newsletter à l'époque qui s'appelait Les D'accord. Pépites, Les pépites, ok. parce que j'avais envie de partager mon expérience de façon très personnelle pour aider un peu les gens qui voulaient débuter dans l'investissement locatif. Et Johan l'a lu et a bien aimé et m'a dit bah écoute, je suis en train de monter une équipe là, je recherche des gens qui sont spécialisés dans différents domaines pour écrire les newsletters sur toutes les verticales qu'on va lancer. Est-ce Ok. que ça t'intéresse d'être la plume de la partie IMO de Snowball? Et donc évidemment j'ai dit oui parce que moi je lisais déjà Snowball, j'adore ce que fait Johan, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Donc voilà, ça se fait comme ça. Ça fait Ok. un an. D'accord. Un an? Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ça fait un an Et du qu'on coup, a. tu édites tous les mois, toutes les semaines? C'est quoi un peu la C'est toutes les périodicité? 2 semaines. Alors au début c'était toutes les semaines, mais c'était un rythme super Ah dur à ouais. tenir. Donc là on est sur toutes les 2 semaines, tous Ok. les 2 lundis par mois. D'accord. Ouais. Il y a la, Voilà, la prochaine newsletter qui arrive. c'est un peu plus gérable, quoi. Oui, c'est plus gérable. Et puis même en Ouais. termes ça permet de faire des formats avec un peu plus de recul, des choses plus longues, plus Eh oui. fouillées. Il Ouais. n'y a pas de l'actu toutes les semaines non plus en IMO, quoi. À la limite, j'aurais fait une newsletter bourse, ça aurait peut-être du sens, mais
Mais en IMO, c'est plus logique de faire toutes les 2 semaines. Et du coup, les retours que tu as un peu de cette newsletter, c'est quoi qu'on vous demande? C'est quoi qui intéresse les gens dans cette newsletter? C'est quoi les cas concrets? Qu'est-ce que vous diffusez aussi? Parce que j'avoue que je suis pas... J'ai été abonné il y a très longtemps, mais même avant que ce soit d'ailleurs la Vertical Imo, il faudrait peut-être que je me réabonne pour voir un peu et puis avoir du contenu. Mais c'est quoi un petit peu? Qu'est-ce que tu as fait pour construire? Quels sont les thèmes qu'on te demande? C'est vous qui les éditez? Alors, Comment ça fonctionne? Moi, je choisis mes thèmes. Enfin, en fait, chaque créateur gère totalement librement sa newsletter. C'est comme si c'était notre newsletter au sein de Snowball. D'accord. On écrit vraiment sur les thèmes qu'on veut. On n'est pas du tout bridé. C'est pas comment dire. Yoann n'a pas un droit. Pour l'orthographe et pour si il y a quand même évidemment. Ou alors vraiment, si on fait un truc qui est complètement incohérent, Yoann va nous dire bon là c'est un peu bizarre, pourquoi t'as fait ça, mais il nous fait vachement confiance quoi. S'il nous a pris, c'est aussi parce qu'il sait qu'on sait de quoi on parle, donc on est très libre là-dessus. Il n'y a pas de vrai, comment dire, il n'y a pas de management d'un point de vue éditorial là-dessus du tout. Donc c'est ça qui est cool. Et après, ce que les gens aiment bien en fait dans nos newsletters, c'est vraiment le côté expérience personnelle. La différence, je dirais, avec tout ce qui existe, parce qu'en fait, aujourd'hui sur des sujets comme l'immobilier, les finances personnelles. T'as plein de littérature, t'as des vidéos YouTube, t'as tout ce que tu veux. Ouais, tout à fait. Ce qui fait la différence, c'est vraiment le côté je vais raconter ce que moi je fais et comment je pense et comment j'évolue dans ma vision de façon totalement transparente. Moi, mon parti pris, mon angle éditorial, c'est vraiment d'être vraiment authentique et sans tabou et je donne mes chiffres, j'explique où j'en suis. Là, par exemple, je suis en train de j'espère faire un projet à Nice. J'ai expliqué où j'en étais, les ratés, les réussites. Et ce que les gens aiment bien, c'est vraiment avoir du retour d'expérience hyper concret, vraiment des explications de terrain, tout en étant très pédagogique, mais qui leur permettent d'apprendre en se projetant à travers l'expérience de quelqu'un. C'est beaucoup de néo-investisseurs que vous avez ou pas du tout, non? Il y a des gens aguerris? Franchement, il y a de tout. J'étais assez surprise de voir, on avait fait un sondage à un moment donné pour comprendre un peu qui étaient nos lecteurs. Et tu as à la fois des gens qui sont vraiment néophytes et qui veulent vraiment apprendre sur les finances personnelles en général et qui vont lire un peu tout et qui s'intéressent à tout, mais qui sont au tout début de leur réflexion. Et tu as aussi des gens qui sont très avancés en immobilier. Moi, dans mes lecteurs, j'ai des gens qui ont investi beaucoup plus que moi. Quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est intéressant justement d'échanger les points de vue, et d'avoir Enfin, aujourd'hui, je crois qu'on est à 57 000 lecteurs, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Sur la Vertical Imo ou d'ensemble? Au global, non, au global. Au global? La Vertical Imo, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on doit pas être ça. Pas très grave. D'accord. Ouais, non, c'est 57 000 lecteurs, c'est quand même, ça fait partie des grosses. En fait, je maîtrise pas trop le domaine, mais ça m'a l'air d'être une grosse newsletter. Je disais la première. Si je me trompe pas, c'est la première en France, sur les finances personnelles. En tout cas, elle est sur le podium, quoi. Enfin, en tout cas, j'en connais pas d'autres. Sur la finance perso, non. T'en as plein, t'as Plan Cash, t'as Nicolas Barrier qui en a une aussi. Enfin, il y a différents newsletters qui existent, mais je sais que Snowball, c'est, je pense, la plus réputée. Ouais, après, il a fait pas mal d'interventions, je crois, avec sur la Martingale, sur Mathieu Stéphanie, donc du coup, sur ce qui donne. Ouais, bien sûr, ça sur BFM aussi, d'accord. J'avais pas vu, ouais. Ok. Non, ouais. Après, bon, je suis très, très, très podcast, moi, donc du coup, c'est vrai que je connais souvent le relais, les gens, je les connais à travers ce biais-là. Ok, d'accord. Donc du coup, investisseuse. Et on peut dire écrivaine, non? Comment on dit writer, copywriter, je sais pas comment on dit. Ouais, je sais même pas. Ouais, on peut dire comme on veut, ouais. Rédactrice, quoi. Rédactrice, ouais, je cherchais un peu le mot français. D'accord, donc ça fait quand même pas mal d'activités sur l'immobilier. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'évoquer là un petit peu sur l'IMO ou pas? Non, non, on a à peu près dit l'essentiel. Hein. Voilà, des illusions, mais ça reste quand même. Enfin, je pense qu'il faut que je nuance aussi un peu mon propos parce qu'on va avoir l'impression que je suis complètement blasé de l'IMO et qu'il faut pas en faire. C'est vraiment pas ce que je dis. Il faut juste expliquer qu'il y a des réalités, que tout le monde ne nous les dit pas et que le revenu passif c'est un mythe, et que l'immobilier c'est pas passif. Ou en tout cas, on peut tout déléguer, mais il y a toujours des petites choses à gérer. Mais ça n'empêche pas que je souhaite vraiment continuer à en faire. C'est quand même le seul actif rentable dans lequel tu peux investir avec l'argent de la banque, et ça, c'est quand même pas négligeable. Ouais. Donc, lever de la dette et continuer d'acheter de l'immobilier, c'est quelque chose que je vais continuer de faire, ça, c'est une certitude. Maintenant, je vais réfléchir un peu loin aussi pour mes projets. Je vais diversifier, je vais faire des choses qui sont plus patrimoniales. Je vais aussi continuer de faire des choses à cash flow, mais en essayant de déléguer au maximum et de le faire avec des garde-fous, pas loin de chez moi ou autre. Et voilà. Parce que du coup, ça me fait penser, c'est-à-dire que moi, je me dis qu'en tant que newsletter, qui est quand même assez, que vous avez une certaine aura, je veux dire, du coup, vous influencez aussi, j'imagine. Je sais pas, reprends-moi, mais de près ou de loin, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire
les stratégies que les gens se posent. Parce que tu vois, là, il y a eu la hype des marchands de biens là, ces derniers temps. Il y a eu la hype des logements atypiques thématiques. Tu vois, est-ce que ça, vous les étudiez et vous dites un petit peu Bien point sûr. positif, point Ouais, tout négatif à fait. J'ai vraiment parlé de tout ça. Moi, j'essaie D'accord. d'être très large dans les sujets que j'aborde. C'est-à-dire que, ok, il y a mon expérience personnelle et moi, ça porte sur l'investissement locatif en particulier, mais je m'intéresse à plein de choses. Je fais des interviews aussi de gens qui sont experts d'un métier. J'avais interviewé, par exemple, Thomas Péné de Tantième récemment sur l'immobilier fractionné. J'essaie vraiment d'ouvrir un peu les chakras des lecteurs sur plein de sujets autour de l'immobilier. C'est très varié, en fait. D'accord. Donc j'ai évoqué le marchand, l'immobilier fractionné, le crowdfunding, les SCPI. J'ai vraiment parlé de beaucoup de choses. Le but, c'est vraiment que les gens s'informent sur toutes les possibilités pour que chacun aussi puisse réfléchir par rapport à ce qui l'intéresse lui et en fonction de son temps, de son budget, de son appétence, quel va être le produit en immobilier qui va lui correspondre. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est quoi un peu d'ailleurs, une question qui me vient, la team IMO, c'est quoi? Plus SCPI, plus locatif en direct, c'est quoi un peu la tendance aujourd'hui là? C'est dur de donner une tendance parce que c'est vrai que chacun va voir les choses aussi au prisme de son environnement. Donc moi, autour de moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est immobilier locatif parce que c'est ce qui m'intéresse à moi. Donc ça va être quelque chose que je connais plus. Mais je pourrais pas dire, enfin je sais pas, tu vois, au global aujourd'hui en France. Pas de tendance, quoi. Je pourrais pas dire en termes de stats sur les propriétaires d'immobilier en France quelles sont les tendances. Ouais, je saurais pas. Non, mais je tu pense vois, qu'il y a autant dans tout. Hein. Non, ouais, mais moi, tu vois, par exemple, il y a des pics, tu sais, c'est peut-être pas des tendances, mais des pics qui reviennent. Tu vois, par exemple, à un moment donné, on m'a demandé des logements atypiques, voilà, quand il y a. Oui, j'ai l'impression que ça marche bien en ce moment. Il y a une vraie mode là-dessus. Ouais, mais ça marche. Après, moi, j'ai un avis, c'est que je trouve que le temps est long. Et en fait, je suis pour ce type de stratégie, mais que si tu veux en faire ton métier. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, alors bon, j'ai quelques infos, alors tu vois, où l'État est en train de reprendre, ça, il y a un projet de loi aujourd'hui qui va ressortir sur la fiscalité locative, d'accord? Une proposition de loi. Ça fait longtemps, ça. Encore. Ah ouais, mais alors attends, parce que tu vois, ça peut peut-être t'intéresser, ça peut peut-être faire l'issue d'une newsletter. C'est-à-dire qu'en gros, moi, cette proposition de loi, je l'ai lue, d'accord? D'accord. Elle doit être votée, alors avec les législatives qui se passent en ce moment. Oui, c'est ça, ça va être compliqué là. Ils sont pas en train de mettre en stand-by tout ça. Ah bah, alors, c'est pour ça, tu me devances, et à raison d'ailleurs, tu as raison. Et ce qu'il faut, cette proposition de loi, je l'ai lue, et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'elle remet la fiscalité locative des meublés de tourisme. Par contre, il y a une petite phrase qui dit que, alors je sais pas exactement, mais qu'en gros, tout n'est pas arrêté et que la PLF 2025 sera étudiée en 2024 pour 2025 et que du coup, il se peut que le LMNP, les amortissements, soient remis en cause. Mais aujourd'hui... Ah, j'avais entendu cette rumeur, ouais. Alors je te dis, c'est pas une rumeur, c'est écrit, d'ailleurs, c'est écrit. Donc c'est pour ça que moi, j'aime pas dire de rumeurs. C'est-à-dire, en tout cas, quand je les entends, j'aime bien avoir la véracité de l'info. C'est-à-dire que quand j'ai eu l'info, je suis allé, et d'ailleurs, je pourrais peut-être t'envoyer les liens en off pour que tu les vois. Ouais. C'est qu'en gros... exclu, du coup, parce que là, tu parles pas de la loi Le Meur, c'est une autre proposition de loi. Alors, tu as... En fait, non, mais peut-être je vais passer pour un fou. J'ai lu toutes les conversations de Le Meur, de l'Assemblée nationale, avec Madame Ferrari et Madame Le Meur. D'accord? C'est Marina Ferrari et Anaïk Le Meur qui ont fait une proposition de loi qui a été mandatée, du coup, par le... Alors, je sais plus si c'était à l'époque Madame ou Gabriel Attal, lequel ministre, mais en gros, je crois que c'est Gabriel Attal, puisqu'il était de fin d'année, qui ont mandaté ces deux personnes pour sortir une proposition de loi. Elles ont sorti une proposition de loi qui a été remise il y a 3 semaines, 1 mois, d'accord? Cette proposition de loi est très axée meublé de tourisme, classé, non classé. Ouais. Voilà. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le MNP c'est mort. Non, de ce que j'ai lu, la seule chose qui va potentiellement être mise en cause, ce sont les amortissements à la revente, pas à la détention. Ouais. Donc, voilà, je ne veux pas perdre les gens techniquement, et d'ailleurs, mais je t'enverrai les liens, tu verras. C'est très précis. Donc, c'est-à-dire en PLF 2025, donc discuté en novembre 2024, la loi dit qu'on va débattre en 2024, fin d'année, l'amortissement sur la revente. Donc, l'abattement, de remettre les amortissements à la revente et de laisser les abattements à la détention. Donc, ce qui fait que le LMNP au réel reste intéressant, ça n'arrête pas de débat. Par contre, à la revente, on aura un fonctionnement comme la SCI à l'IS. Ce sera plutôt une valeur nette comptable. À mon avis, si ce n'est pas cette année, ce sera dans les années futures. Voilà, si tant est que ce soit mis en place. Oui, du coup, c'est vrai que le débat, il va plus se jouer. Enfin, ça va devenir peut-être plus intéressant d'être en SCI, ou en tout cas au moins aussi intéressant, parce que l'avantage de l'MNP versus le SCI, c'était quand même ces amortissements.
Tout à fait. Là, ça risque de Mais remettre à en égalité, fait, en tout cas, avec le LC. ce qu'il y a, et ce que moi je vois, alors c'est juste mon analyse que je partage à des millions d'auditeurs d'ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que l'État a tendance à professionnaliser les métiers. Et donc demain, l'investisseur immobilier, à aujourd'hui, si tu veux performer et dupliquer un modèle dans l'immobilier, il faut que tu te professionnalises. Donc c'est pour ça que les logements atypiques sont géniaux, d'accord? Mais vas-y, si tu veux y aller, mais vas-y plein fer. C'est-à-dire que si tu veux mutualiser l'immobilier, fais ça en SCI ou en SAS, tu mutualises tes coûts, tes conciergeries, tes achats, mais deviens un vrai Ah, c'est un entrepreneur de business. l'immobilier. Ah, mais je suis totalement d'accord. Un vrai Mais business. et limite, j'irais même plus loin. Je crois qu'on peut même dire la même chose du Airbnb tout court, même Ah au-delà ouais, des logements atypiques. exactement. Si tu veux faire de l'immobilier qui ne soit pas passif et tu assumes que c'est pas le cas et tu veux Ouais, vraiment faire des vrais rendements, tu fais ça en SCI et tu mets les mains dans le cambouis, comme je disais tout à l'heure, et ça devient un business. exactement. Mm. Voilà. Moi, en tout cas, j'essaie d'alerter aussi sur le futur parce que tu vois, à Montpellier, c'est très difficile de faire du Airbnb. Alors, c'est possible, mais il y a des règles sous règles qu'il faut respecter. Je dis aux clients, voilà, si vous êtes OK avec ces règles sous règles, on y va. Mais honnêtement, je vous le déconseille. Voilà. Mais si vous voulez y aller, il faut avoir les prérequis. À Nîmes, c'est pas du tout la même chose, on peut y aller. Et dans tous les petits villages que nous, on fait, qu'on accompagne, il n'y a pas de restriction. Mais en tout cas, le cadre, nous, on le dit parce que, alors, peut-être à moindre mesure que Snowball, mais nous, on a quand même aussi un rôle de conseil et qu'à un moment donné, l'investissement que les gens faut qu'ils fassent, à un moment donné, faut pas qu'ils dans 6 mois, 1 an, ils nous disent attendez, vous m'avez pas dit. Non, si, on vous l'a dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, on n'a pas eu le cas parce qu'on essaie de le plus en amont possible de prévenir les gens, quoi. Ça paraît quand même du bon sens, quoi. Voilà. En tout cas, ça se professionnalise. Si Ouais. Non, il faut avoir cette mentalité-là. Et c'est pour ça que tout le monde dit ouais, tout le monde peut investir dans l'immobilier. J'ai un parti pris, tout le monde ne peut pas investir dans l'immobilier. Déjà d'état d'esprit. Ouais. Déjà. Y en a qui on part de très loin. Et ensuite, si tu veux te professionnaliser, là, il faut, comme tu dis, mettre les mains dans le cambouis et avoir cette jauge, pour reprendre ton terme d'emmerde, qui est X et que tu dois évaluer en tout cas. Complètement. Moi, je sais par exemple que je ne veux pas faire de l'immobilier un métier. Pour moi, c'est juste un pilier d'enrichissement. Et ça m'intéresse et ça me passionne. Et je suis prête à faire plein de choses en immobilier, mais je n'irai pas jusqu'à en faire un métier. Donc, je sais aussi quel type de projet je ne ferai pas. Exactement. Les logements atypiques, par exemple, j'irai pas, je pense. Tu vois, moi, je voulais me professionnaliser, pour être honnête. Et en fait, c'est pour ça qu'on a monté une boîte de clés en main. Mais quand tu montes de boîte de clés en main, moi, j'ai pas le Graal. En tout cas, je m'étais pas dit je veux vivre de l'immobilier. À l'époque, c'était les débuts de ça. Moi, ce que je voulais, c'est me créer du patrimoine. Et c'est pas la même chose. En tout cas, c'est ma dynamique. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme, je reviens à mon histoire de cycle, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, alors je suis pas vieux, mais en tout cas, c'était un peu la hype, c'était d'avoir du patrimoine, d'avoir des lots. La hype du cash flow est arrivée, et là, on revient, tu vois, sur la notion de patrimoine. Tu vois, j'ai l'impression que ça revit. Ouais, et après, quand tu aimes les travaux, un peu comme nous et mon associé Loïc, nous, on est des mordus de rénovation. Du coup, on s'est dit, on monte une boîte de travaux parce que il fallait alimenter nos projets. Et bon, après, la boîte de travaux est quand même très axée réno énergétique. C'est un peu notre expertise. Mais je passe les détails, c'est pas le but de survendre là-dessus. Mais en tout cas, quand tu veux vivre de l'immobilier, il y a cette façon que tu dis, c'est-à-dire on y va, plein fer. Mais par contre, tu as des métiers dans l'immobilier, agents, clés en main, travaux, qui naviguent autour de l'immobilier, qui sont hyper passionnants, quoi. Nous, on se régale. On se régale. Bon, on a vécu une crise, mais on se régale quand même. Donc, il faut faire le dos rond et passer ces étapes-là, en tout cas. Oui, bien sûr. Voilà. Écoute, Mylène, je pense qu'on arrive un petit peu au bout. Là. Ça fait un petit moment qu'on parle. Mais du coup, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel j'ai oublié que tu veux qu'on évoque? C'est le moment. Je sais pas, l'actualité de Mylène, l'actualité de Snowball, j'en sais rien. Non, écoute, j'invite les gens à découvrir Snowball pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr. Je crois qu'il y a toujours l'offre en cours où tu peux faire un mois d'essai gratuit. Ok. Voilà, donc si ça vous intéresse de vous renseigner sur les finances personnelles et découvrir des newsletters complémentaires sur tous ces sujets-là autour de l'investissement et de l'épargne, il y a même des newsletters sur comment gérer son budget. Enfin, c'est vraiment très exhaustif. Il y a plein de sujets, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir snowball.xyz et vous allez voir les offres. Non, mais il y a d'ailleurs aussi une offre, parce que je parle beaucoup de la newsletter, mais Snowball c'est un écosystème. Il y a aussi une offre c'est une sorte de coaching en finances personnelles où en fait tu as une espèce de coach dédié sur WhatsApp, ça s'appelle Snowball Max. Et dans cette offre-là, tu as accès vraiment à quelqu'un qui répond à tes questions. Ah, ok. Qui te prend en main vraiment. Voilà, il y a un ensemble. C'est pas une IA, on est d'accord. Non, c'est pas une IA, c'est des humains. C'est même des gens qui sont certifiés, des vrais conseillers en gestion de patrimoine. D'accord, ok.
toutes les certifications qu'il faut pour faire ça. Ah, ça c'est musclé Snowball, parce que j'avais pas du tout effectivement cette envergure-là. Les gens le savent pas, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est intéressant de dire aussi, c'est pas qu'un média, c'est aussi vraiment du conseil, de l'accompagnement sur ces sujets. D'accord, ok, donc il s'est vraiment diversifié, monsieur Johan. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est cool. Il y a plein de belles choses qui arrivent. C'est très sympa. Eh bien écoute, nickel. Bon, écoute, en tout cas, j'ai été ravi de te recevoir, parce que au moins, c'était cool. C'était un spectre large de l'immobilier, surtout avec ta verticale rédactrice et tout. J'ai trouvé ça pas mal. J'aurais aimé évoquer d'autres sujets. T'es fan de padel, t'aimes les voyages, t'aimes les restos, les cocktails. Ouais, on aurait pu parler entrepreneuriat aussi. J'avais plein de choses à dire sur la. Et je sais. Mais bon, ça pourrait faire l'objet d'un podcast dédié quand même. Ah ben avec très 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 grand plaisir. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de tenir, tu vois, le 1h10, 1h15 là. Donc et le truc c'est que moi, tu as vu, je parle beaucoup aussi. Et moi aussi, j'ai tendance à vite m'éparpiller. Donc j'essaie un peu de me cadrer moi-même. Mais non, mais avec grand plaisir de rediscuter de tous ces sujets. Et puis bon, on est presque voisins quand même, non? Nice-Montpellier, c'est pas non plus très loin. Oui, on est pas si loin. Si tu passes à Nice, n'hésite pas à me faire signe. Mais en plus, il y a une grosse communauté quand même. Tu vois, je sais pas si tu connais le Baron Club, Arnaud Cheminant, tous ces gens-là. Bien sûr, ouais. J'étais hier soir à la soirée du Baron Club. Ah, ok. Voilà, bon, je connais de loin Arnaud. Je sais qu'Arnaud était passé dans ton podcast. Exactement, ouais. Non, j'aime beaucoup Arnaud, ce qu'il fait. Ouais. C'est vraiment très sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous êtes, alors maintenant, on a ouvert différentes villes. Je dis, je suis membre du Baron Nice, mais je pense que l'équipe du Baron Club ne t'en voudra pas, à mon avis. Mais du coup, il y a Nice, Paris, Nantes et Lille. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de membres du Baron Club. Donc, tous les gens qui sont intéressés par un club business très détente, où on vient comme on est, et donc il y a des investisseurs, des entrepreneurs. C'est très axé IMO, bien sûr, mais il y a de tout. Et voilà, c'est très sympa, donc n'hésitez pas à nous rejoindre au Baron. D'accord, c'est cool que tu en fasses partie. C'est vrai qu'il n'y est pas à Montpellier encore. Aujourd'hui, il n'y est pas. Oui, c'est vrai, il faudrait le lancer. Ouais. Mais bon, le temps me manque, sinon j'aurais eu des conversations avec Arnaud, mais le temps me manque. Et je me fais pas de projet, moi. Ouais. Non, je fais pas de projet si je peux pas si je peux pas m'y impliquer comme j'aimerais. Donc voilà. Bon, en tout cas, Mylène, merci beaucoup. Et on mettra tous les liens Snowball, les offres, tout ça en description pour partager tout ça. Voilà. Merci pour l'invitation, en tout cas. C'était un plaisir. Allez, ciao tout le monde. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.